Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie rendu. On va voir aujourd'hui plein de paramétrages propres à l'output. Donc les output properties, c'est quelque chose qui très souvent est confondu avec la gestion de la caméra, confondu avec les réglages de rendu. C'est vraiment quelque chose qui va définir la sortie, l'export, l'interprétation de votre rendu au sein de Blender. Donc ça va vous permettre par exemple de changer la résolution de rendu, de changer le framerate si jamais vous faites une animation, de changer le fichier d'export, donc le dossier d'export, pardon. Donc tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo quand on va faire des exports d'animation, par exemple, ou d'images encapsulées en EXR si on veut des AOV ou autre. Et on va refaire un petit récap, passer en revue tous les paramétrages dans le Blender Render, parce qu'il y en a plein qui sont ultra intéressantes. Alors, pour cette vidéo, j'ai téléchargé la scène suivante, Dogwalk, qui était le splash screen de Blender 4.5, qui est la version courante de Blender. L'avantage, c'est que c'est une scène qui a été réalisée entièrement avec Eevee en termes de rendu. Donc la plupart du temps, quand on fait des vidéos, c'est vrai qu'on parle de cycles, parce que c'est ce qui permet de faire le plus de choses. Mais, j'oublie pas ceux qui utilisent Eevee. Donc aujourd'hui, toutes les options qu'on va voir, ça s'adresse à la fois pour les utilisateurs cycles, tout comme Eevee, la preuve en est. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ouvre la scène et que j'appuie sur F12 pour faire un rendu? Blender va nous faire une interprétation qui ressemble à ceci. Donc là, en réalité, il a fait trois choses. Il a ouvert la fenêtre Blender Render, il a fait le rendu brut et il a interprété le compositing. Tout ça, c'est une notion qu'on n'a pas forcément abordée, mais à garder en tête parce que vous allez voir que tout ça est découpé et présent directement ici dans mon interface. Donc le Blender Render, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Première information ultra intéressante, en haut à gauche, on a le numéro de la frame, on a le temps de rendu, et on a la mémoire utilisée. Tout ça, ça va être ultra important parce que ce sont des métadatas qui sont préenregistrés dans votre image dans le Blender Render. Et quand vous allez vouloir comparer une image à l'autre, pour optimiser ou autre, vous allez pouvoir vous dire, ok, là je suis passé de temps de mémoire à temps de mémoire, là je suis passé de tant de minutes de rendu à tant de minutes de rendu. Et vous savez que c'est un petit peu le nerf de la guerre quand on fait du rendu 3D. L'optimisation pour avoir quelque chose de cohérent visuellement, tout en optimisant, en réduisant au maximum le temps de rendu. Je vous conseille de référer à une vidéo que j'ai déjà fait qui traite de ce sujet. Plein d'axes et plein de leviers d'optimisation. Mais imaginons qu'on veuille comparer. Donc, on a une notion qui est ultra intéressante en haut à droite qui s'appelle les slots. Donc, les slots, ce sont quoi? Ce sont des emplacements où on va pouvoir enregistrer des rendus, à la fois les visuels et à la fois les métadatas présents en haut à gauche. Donc, imaginons que j'aille sur le slot numéro 7. Vous voyez que là, rien n'est présent par défaut, ça veut dire que le slot est libre. Comment je peux savoir ça? J'ai pas de petite pastille devant, ni de logo qui ressemble à ceci. Ce logo-là veut dire que le dernier rendu a été effectué sur ce slot-là. Si je vais sur le slot numéro 8, allez, imaginons le dernier, que je change une petite valeur, donc on va aller dans le Render Settings, on va désactiver le Ray Tracing par exemple, je vais appuyer sur F12, et là vous allez voir que je suis bien sur le slot 8, il m'a bien enregistré mon image sur le slot 8, les métadatas également, et si je clique ici, on voit que sur le numéro 1, j'ai bien une petite pastille devant qui nous indique, attention, là, tu as quelque chose qui est enregistré. Donc si je vais sur le slot 1 et que je fais un rendu, je vais écraser cette valeur-là. Ça, c'est ultra intéressant. Pourquoi? Pour comparer. Déjà, comparer visuellement. On voit qu'entre le 1 et le 8, le fait d'avoir désactivé le ray tracing, ça vient changer totalement l'interprétation des ombres, parce que forcément, tout ce qui est GI ou autre avec Eevee, ça passe par le ray tracing pour avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, un petit peu plus précis. Mais quelque chose qui est intéressant, si on faisait ça dans une phase d'optimisation, on remarque qu'on passe de 2 secondes au rendu de base à 1 seconde 28. Donc ça, c'est intéressant. Malgré tout, ça n'a pas changé la mémoire. Donc ça, c'était la première chose à comprendre. Ensuite, juste à droite, on a le layer d'affichage. Alors là, c'est peut-être une notion qui va être un petit peu abstraite, parce qu'on n'a pas encore vu ce que c'est un render element. On n'a pas encore vu ce que c'était le compositing dans la formation. Donc tout ça, ça va être en garder en tête. Et vous inquiétez pas, tout va faire sens dans quelques temps, quand on aura fait un petit peu le tour du logiciel en vidéo. Mais malheureusement, il y a des modules comme le Blender Render qui regroupent et recoupent tellement de notions qu'on ne peut pas passer outre. Donc même s'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, je vais essayer de vous les décrire. Donc le compositing, c'est une interprétation qui se fait après le rendu. Pour faire très simple, c'est des assemblages, c'est du color management, c'est rajouter du défocus, c'est rajouter de l'aberration chromatique. C'est une sorte de traitement et d'assemblage d'images a posteriori dans un rendu. Donc globalement, si je clique ici, vous pouvez voir qu'on peut switcher entre le view layer et le composite. Ça, ce sont, entre guillemets, les deux étapes qui ont été effectuées par Blender. Par défaut, il a fait ce rendu-là, qui est brut. Donc là, c'est un rendu sans compositing. Et ensuite, il a interprété
le compositing, donc ça rend ceci. Donc tout ça, c'est exposé de votre côté. Ça veut dire que très facilement, vous pouvez voir directement en faisant un rendu, si, imaginons là, les ombres vous paraissent trop bleues, vous dites, bah, attendez, mais c'est pas possible. Pourquoi les ombres elles sont si bleues? Est-ce que ça vient du compositing ou est-ce que ça vient du rendu de base? Vous voyez de suite qu'on a une grosse différence entre rendu de base et compositing. Donc il y a fort à parier que c'est l'interprétation du compositing qui a fait ça. Et là, on peut aller beaucoup plus loin. Ici, on peut afficher tous les layers que l'on souhaite. Tous les AOV, tous les render paths, tous les render elements. Tout ça, ça veut dire la même chose. En fonction des logiciels, ça a des noms différents. Toutes les passes de rendu différentes. Donc, une passe de rendu en AOV, c'est quoi? Donc, AOV, pour l'explication vraiment lettre par lettre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Arbitrary Output Variable. C'est-à-dire que c'est une variable arbitraire. Bon, on l'appelle jamais comme ça. Mais en gros, c'est une donnée qui va être nécessaire en moteur de rendu pour constituer, combiner l'image finale. Et le mot combiner, il n'est pas anodin. Donc des fois, dans notre logiciel, on appelle ça une beauty. Donc c'est la combinaison des trucs. Pourquoi j'appelle combine? Parce que tout simplement, dans Blender, ça vous aura peut-être pas échappé, mais quand vous passez en mode rendu, en haut à droite, vous avez quelque chose ici qui s'appelle combined. Donc ça veut dire que le combine, c'est l'interprétation de toutes les passes présentes ici. Si je vais par exemple dans Ambient Occlusion, là c'est une passe d'Ambient Occlusion. Si je vais dans Diffuse Light, là c'est une passe de Diffuse Light. Et Blender a besoin de toutes ces informations réunies, combinées et interprétées pour faire ce qu'on appelle le combine, qui est l'image finale. Donc tout ceci, on peut soit les voir en temps réel ici, soit demander à Blender de les exposer dans le rendu, et du coup de les exposer dans la fenêtre de Blender Render. Alors ça se passe où? Ça se passe ici dans le View Layer. Je vais activer par exemple la normale, la position, les lights, voilà, Ambient Occlusion, je mets un petit peu tout, Cryptomatte, donc lui il sera un petit peu particulier à voir, donc on va activer que ça. Et là je fais un F12. Vous allez voir que visuellement ça ne change rien. Ça prend des fois un petit peu plus en termes de temps de rendu, c'est normal, c'est parce qu'on lui demande d'exposer des paramètres qu'il n'avait pas prévus par défaut, qui dans tous les cas sont calculés pour l'image, la plupart du temps. J'insiste bien sur ça parce qu'il y a des données externes qu'on peut mettre qui du coup seront un petit peu plus lourdes. Mais là, Blender avait besoin de tout ça. Donc ça n'a pas pris forcément plus de temps. Mais maintenant, si je vais dans View Layer, vous voyez, il me propose quelque chose de nouveau. On a le Combine qui est la combinaison finale. On a le Normal qui est, donc ça normalement ça vous parle, les normales de vos objets. On a la position, donc ça c'est un X, Y, Z encapsulé dans du RGB. On a du Diffuse Color. On a de l'émission, donc là on n'en a pas, donc on a quelque chose de absolument noir à 100%, et on a l'ambient occlusion. Tout ceci, c'est ce qu'on avait dans la viewport. Le fait de les avoir là, ça permet quoi? Mais là aussi, ça permet de débugger des choses. Par exemple, on pourrait voir sur une passe d'ambient occlusion qu'on a un mauvais contact entre deux objets. Un objet qui flotte légèrement du sol, avec l'ambient occlusion, on verrait vraiment une sorte d'ombre de contact qui ne matcherait pas au sol, donc ce serait plus facile à débugger qu'être directement en mode combine, où ce serait un petit peu moins visible. Donc ça peut soit servir en termes de debug, soit servir, et ça sera pour les vidéos prochaines, en compositing. Parce que le but du compositing, c'est quoi? C'est d'avoir une image découpée en plein d'AOV, la reconstituer, et grâce à cette reconstitution, on va pouvoir influencer sur des micro-détails, par exemple, augmenter un petit peu les ombres, augmenter un petit peu l'ambient occlusion. Et tout ça, ce ne serait pas possible sur l'image par défaut qui est combine, parce que tout est regroupé dedans. Donc nous, on va faire un petit peu en compositing l'opération inverse. Blender, il a tout découpé, il le regroupe. Nous, on va le redégrouper pour le regrouper à la fin. Et ça, c'est ce qu'on appelle un back to beauty. On le verra plus tard. Je m'avance un petit peu, mais c'est important de vous l'expliquer. Et une fois qu'on a ça, on a également différents types d'affichage. On a le color en alpha, on a le color de base, on a l'alpha de base, on a le red channel, le green channel, le blue channel. Alors pour vous montrer l'alpha, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle caméra. Voilà, par exemple, ici, caméra, CTRL 0 pour la définir en tant qu'active. Je vais la mettre par exemple juste là sur l'arbre. Très important, je vais aller dans le film et je vais mettre transparente, sinon j'aurai pas d'alpha en fond. Et je vais faire un F12. Et là voilà ce qui se passe. Donc vous voyez que par défaut en composite, si je passe en alpha, j'ai pas d'alpha. Pourquoi? Parce que là il m'interprète déjà le compositing. Mais si je mets en View Layer Combine, là j'ai bien de l'alpha. Donc ça veut dire que le compositing déjà vient me boucher les alphas. Donc déjà, ça peut prêter un petit peu à confusion. Donc souvent, on va faire des allers-retours entre le layer de base, le compositing, différents AOV, voir un petit peu ce qui se passe. Comment Blender me l'interprète? Par défaut, on est color en alpha. Donc j'ai bien de l'alpha qui est représenté par un checker dans Blender, comme dans la plupart des logiciels. Donc là, vous ne serez pas perdu. On a du color de base. Donc là, ça veut dire que tout ce qui est alpha, il va mettre du noir à 100%. Ça peut être pratique des fois pour visualiser comment se passe un aliasing ou autre. Là, vous voyez, l'aliasing,
il n'est pas forcément visible quand on a de l'alpha, on a quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. En color, on voit de suite comment ça va se passer. Et c'est comme ça que sera enregistrée l'image si vous utilisez un format qui ne prend pas en compte l'alpha, comme du JPEG par exemple. Et on a l'alpha de base, où là c'est du noir et blanc avec un alpha de 0 à 1. Ok. Donc, si je retourne sur hop là, ma caméra de base étant celle-ci, je vais refaire vite fait un rendu. Ça prend une seconde, on n'est pas à ça près. Donc, à droite également, on a plein d'options. On a déjà le sample, ce qui est ultra utile. Donc, le sample, ça permet quoi? Si je désactive ma caméra, regardez en bas à gauche. Si je laisse enfoncer mon clic, je vais pouvoir avoir plein d'informations sur le pixel survolé. Donc, c'est un clic gauche. Et j'ai le RGB, j'ai des informations en Hue Saturation Value, j'ai des informations de l'image, j'ai des informations XY, j'ai plein de petites choses qui vont être ultra intéressantes. Ce qui est vraiment cool, c'est que dans Blender, on a possibilité aussi de faire une moyenne par rapport à une zone. Par défaut, on a 1 pixel, mais je pourrais très bien aller à 64 pixels. Vous voyez, là, le clic, ça va faire une zone, et ça va me donner les informations concernant cette zone-là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant en termes de features. Je crois que c'est bridé, mais qu'on peut quand même passer la bride en entrant une valeur à la main. Donc là, par exemple, 100 pixels. Donc ça peut être ultra intéressant pour débugger certaines informations. Toujours dans des histoires de visualiser ce qui se passe dans l'image. Je vais sauter un petit peu ces deux parties-là. On va aller dans le scope. Le scope, ça va parler un petit peu à ce qu'ils font du compositing, de la colorimétrie ou autre. On a d'abord tout ce qui est histogramme. On a du RGB, on a du Luma, on a uniquement le rouge, le vert, l'alpha, etc., etc. Donc tout ça, je vous avoue que je l'utilise très peu, mais sachez que ça existe. On a ici le waveform, on a le vectorscope, pardon. On a plein de petits trucs. Alors je vous avoue que je les ai quasiment jamais utilisés. Ça peut être utile pour des gens qui font un petit peu plus de la colorimétrie avancée ou autre pour voir une retranscription de l'image dans des diagrammes, des interprétations de RGB ou autre. Le mode view, on va pas l'utiliser aujourd'hui, c'est soit pour répéter l'image par exemple, magnifique, soit pour changer les ratios. Et là j'ai quelque chose qui est intéressant, c'est la partie image. La partie image, on a déjà un récap des slots présents en haut. Vous voyez, je peux passer d'un slot à l'autre. Je peux en rajouter ou en supprimer si je le souhaite. Et très important, je peux les rename. Donc lui par exemple, je peux l'appeler test ray tracing, parce qu'on l'avait désactivé. Et du coup, en haut, automatiquement, il va être renommé. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant pour garder en mémoire un petit peu tout ce que vous avez fait, parce que sinon, très facilement, ça peut se perdre. Donc là, vous avez des informations de metadata qui éventuellement peuvent être affichées. Donc ça, c'est à peu près pour faire le tour de tout ce qui est AOV, interprétation des layers dans votre Blender Render. Maintenant, ici, on a une information qui est intéressante. Ça va peut-être intéresser la plupart d'entre vous quand vous faites du rendu, c'est ce qu'on appelle la résolution dans votre image. Donc une résolution, c'est quoi? C'est tout simple, c'est le ratio, enfin c'est le nombre de pixels en X et en Y. Donc là, on a une valeur de 1000 pixels de large, de 500 pixels de haut. Pourtant, si je vais ici dans l'output, j'avais une résolution de 4000 par 2000. Donc moi, je m'attendrais naïvement à avoir une image qui fait 4000 par 2000. Et en fait, juste en dessous, on a ici un pourcentage. Ce pourcentage, c'est ce qu'on appelle le resolution scale. Ça va être ultra utile quand vous allez vouloir faire des rendus de test. Imaginons que votre image finale doit faire 4000 par 2000 et que vous avez oublié d'activer une light. Vous imaginez, vous mettez 100%, vous faites un F12, vous revenez 3 heures après, tout est noir. Pourquoi? La light n'était pas activée. Le fait de faire des rendus, des sortes de tests de rendu, avec une faible résolution, ça vous permet d'avoir un rendu beaucoup plus rapide, notamment si vous êtes sur Cycles, et d'avoir déjà un premier résultat sur lequel vous pouvez retravailler des choses avant de lancer le rendu final. C'est un petit peu la même chose qu'en Cycles, quand on change le nombre de rebonds des lights, c'est un petit peu pareil. Là, c'est une sorte de brouillon, dans un premier temps, que vous allez lancer. Donc ça, souvent, les gens font l'erreur de ce petit pourcentage. Également, une chose qui n'est pas facile à comprendre, c'est ce ratio-là, le ratio de la caméra. On pourrait se dire, la résolution XY, c'est une propriété de la caméra. Non. La caméra, ses propriétés, on les connaît parce qu'on les a déjà vues. C'est sa position, c'est éventuellement, alors je vais la sélectionner, c'est éventuellement son FOV, son f-stop, plein d'informations physiques propres à la caméra, mais c'est pas elle qui va définir la résolution de mon image. Vous voyez là, je peux changer le FOV comme je veux.
mon ratio, ma résolution d'image ne va jamais bouger. Donc ça, c'est vraiment la notion ultra importante à comprendre. Donc si je change ici mon X, vous voyez que ça va écraser sur la largeur. Si je change mon Y, ça va écraser ou au contraire augmenter sur la hauteur en termes de ratio. Donc une chose qui est intéressante aussi, c'est que vous voyez, le fait d'augmenter les Y va pas forcément rendre mon image plus haute dans un premier temps. Sauf si je décide de réduire un petit peu les valeurs comme ceci. Donc ça, c'est vraiment à vous de gérer. Et c'est pas forcément intuitif. Cette valeur-là, elle peut prêter un petit peu à confusion. Une résolution qu'on a de base, la plupart du temps, c'est alors soit une résolution carrée, imaginons que vous voulez faire un rendu pour Instagram ou autre, on va se mettre en 1000 par 1000. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est en rendu carré. Si vous voulez une résolution classique en mode 16 neuvième, par exemple 1920 par 1080, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle 16 neuvième, parce que si on divise ça par ça, le plus petit diviseur, ça reste 16 sur 9. C'est pour ça qu'on appelle ça du 16 neuvième. C'est le plus commun dans tout ce qui est imagerie propre aux écrans de PC. Parce que la plupart du temps, les résolutions sont en format 16 neuvième, les télés également. Si vous travaillez pour le cinéma, on a des formats différents qui s'appellent le cinémascope, où c'est pas tout à fait les mêmes ratios. Donc là, si je fais un F12, il va se passer quoi? Il va me faire du 20% de 1920 par 1080. Vous voyez, on l'a affiché juste ici. Si je divise ça par 5, je vais bien tomber sur cette valeur-là. Par contre, si je mets du 100%, normalement, là, c'est le rendu final. Donc vous allez voir qu'on a bien quelque chose qui est en 1920 par 1080. Donc là, on a la résolution native en 100% de ce que j'ai mis ici. Rien ne m'empêche également. Là, je suis satisfait de mon rendu. Je me dis, allez, un petit 200%, pourquoi pas? Je peux faire en 200%. Et du coup, mon image sera encore plus grande. Ce sera le double en termes de résolution. Donc là, du coup, on est sur de la 4K. Vous voyez, 3840 par 2160. On a doublé le X, on a doublé le Y. Donc on a 4 fois plus de pixels. Et non pas 2 fois plus. Faut pas confondre. Donc là, j'ai 4 fois plus de pixels. Donc là, j'ai une image en 4K. Et on voit que dessus, la résolution, effectivement, est beaucoup mieux. Et il m'a affiché les informations juste ici. Donc voilà, une notion également ultra importante. Donc on n'a pas vu tout ça parce que ça, c'est plus tout ce qui touche à l'animation. On le verra une autre fois quand on aura vu déjà un petit peu d'autres notions. On rendra une animation, je vous expliquerai quel format faut rendre une animation. Est-ce que c'est bien de la capsuler direct en vidéo? Est-ce qu'il vaut mieux faire une séquence d'images et le rassembler dans Blender? Oui, il vaut mieux faire ça. Je vous expliquerai les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Donc là, imaginons qu'on soit satisfait de notre image et que je souhaite l'enregistrer. Comment on fait? Je vais aller tout simplement dans Images et je vais faire un Save. Et là, je peux enregistrer mon image. Donc imaginons que j'aille, hop là, je vais aller sur mon bureau, je vais l'appeler render.png, ultra important. Alors je ne vous fais pas un récap de tous les formats d'images, mais une chose à retenir, le JPEG, le PNG, plus commun en termes d'imagerie classique. Grosse différence, le JPEG ne prend pas l'alpha, donc si je clique sur JPEG, vous voyez que j'ai soit du black and white, soit du RGB, avec une qualité bien évidemment, et un color management, donc ça on l'a pas encore vu. C'est une autre paire de manches, c'est assez long à expliquer, mais sachez qu'il y a des interprétations différentes de couleurs avec des presets différents, pour faire ultra simple. Mais le JPEG, ce qu'il faut retenir, c'est que le max qu'il propose, c'est du RGB, donc rouge, vert, bleu, et alors que si je passe en PNG, vous voyez que là, on a du RGBA, donc ça permet de stocker de l'alpha, chose que fait pas le JPEG. Donc là, si je fais Save as Image, là, c'est magnifique. Maintenant, hop là, si j'ouvre ceci, que je vais sur mon bureau, et que j'ouvre mon render.png, j'ai bien mon image qui s'est enregistrée, et je peux l'interpréter comme je veux, je peux l'uploader sur Instagram, je peux retravailler mon rendu sur un autre logiciel, etc., etc. Sachez que la plupart du temps, le format qu'on utilise en production quand on veut faire des rendus un petit peu qualitatifs, parce que ça a plein d'avantages, c'est ce qu'on appelle le XR. Donc le Pone XR qui est juste ici, qui est un format beaucoup utilisé parce qu'il a énormément d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il est lossless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compression effectuée dessus. Le deuxième avantage, c'est qu'il permet, si vous passez par le XR, OpenXR multilayer, d'encapsuler dans une image plusieurs AOV. Donc ça veut dire que toutes les options qu'on a ici, la position, la normale, l'ambient occlusion ou autre, tout ça va être encapsulé dans un seul fichier. Un petit peu comme si vous aviez un point zip avec des sous-layers dedans. Ça peut être ultra intéressant si vous voulez faire du compositing sur un fichier, sur un logiciel autre que Blender. Parce que vous allez écrire votre XR, vous allez par exemple l'importer dans Nuke, dans Fusion, dans After Effects, dans ce que vous voulez, et ils vont être capables de lire le XR pour découper votre image et faire un traitement spécifique dessus.
L'inconvénient en contrepartie, c'est que c'est quand même assez lourd. On a plusieurs mégas, voire plusieurs centaines de mégas, plusieurs gigas si vous êtes des fous, sur des images de XR, parce que c'est des fichiers qui vont encapsuler toutes les données, sans perte de données. Ça fait beaucoup de données, mais vous avez compris, c'est du lossless, c'est sans perte de qualité. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les choses à retenir, c'est que les ratios présents ici, qui peuvent être un peu contre-intuitifs. Là, imaginons que je veuille augmenter en hauteur là, mon ratio, ben, je vais devoir toucher à plein de paramètres pour obtenir quelque chose où, au final, vous voyez, je ne vais pas forcément réussir à obtenir ce que je veux. Alors, je peux augmenter ici les ratios également, hein, mais il va falloir potentiellement bouger la caméra. Donc, c'est vraiment des paramètres à prendre en compte qui ne sont pas forcément intuitifs. Parce qu'on peut se dire, le lien entre caméra, entre résolution, c'est pas forcément quelque chose qui est ultra pratique à comprendre, mais à force de manipuler, vous allez voir que ça va rentrer un petit peu en tête. Comment enregistrer les images, on a vu tout ça, et on a passé également un petit peu en revue tous les paramétrages du Blender Render qui sont ultra importantes. Alors c'est du basique, il y en a qu'on n'utilise pas tous les jours, mais c'est quand même important de vous les montrer. Les slots étant la chose qu'on utilise le plus souvent quand même pour comparer différents rendus, pour faire des tests ou autres. Pareil, les informations qu'il y a en haut, et effectivement, enregistrer l'image, c'est basique, mais c'est ultra important. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Ciao tout le monde, à plus.